Bonsoir. Dans ce débrief du 7 février, la commission spéciale sur le modèle de développement veut communiquer parole de son président. Mardi dernier, Chakib Ben Moussa et 4 de ses compères au sein de la commission ont reçu la presse nationale pour faire le point et apparemment les membres de la commission ont écouté, beaucoup écouté. Ils plaident pour une démarche interactive avec la société et l'ensemble de ses acteurs, des auditions, des visites de terrain, de travail, un site internet. La commission fait feu de tout bois. Son diagnostic est fin prêt. Il faut dire qu'il l'était avant même son installation. On en reparlera avec nos intervenants. En deuxième partie, nous irons en Tunisie qui peine à trouver un gouvernement. Après l'échec du premier essai subi par le candidat des islamistes d'Ennahda, le président Kais Saïd, de plus en plus à son aise, a nommé un nouveau Premier ministre pour former le gouvernement. Il a été son rival malheureux à la présidentielle avec un score qui fait pâlir de honte, 0,34% des voix. Autant dire qu'il n'est pas populaire. Elias Farfar, c'est son nom, n'est pourtant pas un novice, plusieurs fois ministre depuis le printemps arabe. Il a un mois pour réussir, moins maintenant bien sûr. Autrement, il appartiendra au président qui affirme chaque jour un peu plus son autorité de dissoudre le Parlement et d'appeler à de nouvelles législatives. On finira par les États-Unis où le président Donald Trump a été, comme prévu, acquitté par les sénateurs. Au terme du procès en destitution initié en décembre, c'est la troisième procédure d'impeachment qui s'achève par un acquittement. On retiendra de ce show à l'américaine la poignée de main refusée par Trump à Nancy Pelosi et l'image de la présidence de la Chambre des représentants déchirant l'allocution du président à la fin du discours sur l'état de l'Union. Pour en débattre avec nous, Hassan Alaoui, directeur de Le Maroc diplomatique, Mohamed Zinabi, rédacteur en chef de l'Observateur.info et du groupe L'Observateur, et Abdelhafid Oualalou, vice-président de l'IMRI et membre d'un tas de choses, chercheurs, militants, etc. Mohamed Zinabi, vous avez été à la conférence de presse de Chakib Ben Moussa. Il y avait à ses côtés Hakim Himish, il y avait Mohamed Touzi, il y avait Ahmed Rida Chamil et Ahmed Rida Chamil. Donc un groupe, on va dire le groupe des 4 ou le groupe des 5, avec le président. Oui. Qu'avez-vous retenu de cette commission qui voulait dire à la presse nationale, c'est à son honneur, je voudrais dire, avant qu'on continue un peu plus loin, qu'on aurait aimé avoir quelqu'un de la commission ou de sa structure de communication avec nous. Malheureusement, ça n'a pas été possible. Donc vous allez faire son travail. Vous allez nous faire un compte-rendu de ce qui a été dit et fait dans cette conférence de presse. En toute objectivité et neutralité. Alors le message essentiel, c'est que la Commission a commencé et entamé le temps des solutions. C'est ce qu'a affirmé son président, c'est ce qu'a expliqué aussi bien Ahmed Rida Chamil que les autres membres présents. Le temps de solutions ne veut pas dire que le temps de l'écoute c'est terminé. Au contraire, il va se poursuivre. Mieux, il va s'élargir. Avec ce que vous venez d'annoncer, une plateforme Internet qui va ouvrir grand le débat, même au-delà des frontières nationales. L'objectif reste de même l'écoute, non pas pour découvrir les problèmes du Maroc qui sont connus, mais pour rechercher des solutions de terrain. C'est le premier pas vers l'appropriation. Parce que le mot appropriation est revenu souvent dans cette rencontre. Il ne s'agira pas de produire un énième rapport, mais un rapport pas comme les autres, avec des propositions de solutions pratiques d'abord et de la façon de faire pour les appliquer. On retiendra aussi que le mot co-construction est revenu plusieurs fois et il ne s'agira pas non plus de redécouvrir... Si je puis vous interrompre, Zeynabi, vous avez parlé de plans pratiques, de solutions pratiques. En même temps, Chakib Ben Moussa a fait référence que le programme ou le rapport ou le rendu
Le rendez-vous, on va qui dire, sera donné sera un référentiel pour le nouveau pacte social. Cela a permis de redéfinir en fait la véritable définition de ce travail qui est amorcé. Il n'est pas à la recherche d'une solution miracle pour le pays, d'un modèle tel qu'on pourrait l'entendre, ça veut dire une recette à appliquer avec des ingrédients précis, mais un cadre référentiel qui va définir pour la décennie à venir, et c'est là le délai qui a été précisé par le président Chakib Ben Moussa, c'est-à-dire que a-t-il dit, nous ne serons pas sur le temps politique, qui est celui de 5 ans, mais plutôt sur celui de 10 ans, pour être proche de 10 à 15 ans, mais probablement parce que, et vous l'avez bien noté, il y a énormément d'urgences, et on va aussi proposer des solutions aux urgences. Et parmi les choses qui sont ressorties aussi de cette rencontre qui se tient à 50 jours du début du travail de la Commission, et après 40 réunions tenues au niveau central, et s'ils sont 40 audiences d'écoute. D'écoute au niveau central, mais aussi des rencontres tenues au niveau régional. Pour les 40 auditions, c'est les partis politiques, Exactement. les associations. C'est pour ça, au niveau central. Voilà. Et puis, les rencontres qui ont été tenues au niveau régional, à Tialiwin, à Zro, à Ifrane, avec les étudiants de Akhawaïn, à Belgrir. Et, Hakim Himmish nous a rapporté que certains membres de la Commission ont pleuré, non pas pour avoir découvert tout d'un coup des problèmes qu'ils ne connaissaient pas, mais à la rencontre des jeunes qui parlaient le langage de la sincérité. On doit bien noter que ces réunions se tiennent sans la présence des autorités pour libérer la parole. Pour libérer la parole et sans non encadrés. Ils se tiennent la plupart du temps à l'invitation d'ONG qui font un travail de terrain. Et c'est de là qu'est sortie, par exemple, une solution dans un Doha reculé, qui, n'ayant pas de médecins du secteur public, ont trouvé la solution de payer un médecin du privé, 1000 dirhams pour des visites 2 fois par semaine au Doha. On devra s'attendre à ce genre de solution pratique qui émanerait de tout ce travail d'intelligence collective. Je reviens tout de suite à vous. J'aimerais juste ajouter que, en plus des 40 auditions officielles, avec les partis cas, syndicats, société civile, il y a 6 groupes de travail. Exactement. Que la Commission se rencontre tous les lundis pour faire le point de la situation. Qu'il y a... Mais avec ça, je ne sais pas dans quelle mesure il y a une volonté, c'est sûr, de créer une ambiance de travail et de ce qu'on a appelé une intelligence collective. De façon. Mais j'ai de plus en plus, d'abord, dans quelle mesure c'est possible de réussir ça? Est-ce qu'il n'y a pas le risque que, je reviendrai vers vous, que ça fasse, que cette commission travaille à 2 vitesses? Parce que j'ai l'impression qu'autour du président, il y a une sorte de noyau dur qui est en train de se former, qu'on retrouve tout le temps au contact des gens. Alors, le président l'a un petit peu expliqué en disant que les groupes de travail, justement, servent à ça. C'est qu'il y a un travail de la commission et peut-être une visibilité de quelques membres un peu plus que les autres, mais tout le monde travaille. Il l'a plusieurs fois dit, en disant chacun avec son background, avec son terrain de prédilection, et il a expliqué que le but de ces réunions d'écoute, en fait, c'est de créer l'interaction avec les personnes rencontrées. Et c'est pour cela que, par exemple, Hakim Himmish a parlé des jeunes qui revendiquent les libertés individuelles, qui parlent de l'état de leur université qui est lamentable, qui parlent de leur incapacité à rêver et qui veulent que quelque chose se passe pour les empêcher de quitter le pays. Et voilà. Et donc,
On ne peut pas dire que les uns travaillent alors que les autres, je veux dire, sont là pour la figuration. Ils disent que la présence est à 90%. Même à plus, à 96% de l'ensemble des Moi, je morts. retiens le chiffre de Chakib Ben Moussa à 90%. Là, on a échangé et il a été plus que ça. Il a été plus que ça. Donc, exactement. il s'approche des 100%. On retient aussi, parce que la question qui est posée, qu'est-ce qui va sortir de cela, les problèmes du Maroc sont tels qu'on ne peut pas... on ne peut pas les résoudre d'un coup de baguette. Il y a beaucoup d'optimisme et il y a cette explication, cette rectification. Avant que je ne passe à Hassan Alaoui et Abdelhafid Oualalou, j'aimerais que vous racontiez cette histoire de cette fille qui s'est exprimée avec beaucoup de liberté, je crois que c'était dans le sud, et qui a dit qu'il y avait apparemment une certaine éloquence dans son... Taroudat, et qu'il a dit que si elle a pu s'exprimer de cette manière, je crois que c'est Hakim Mahimish qui a raconté ça, et que si ça a été possible parce qu'elle a fait du théâtre. Or, justement, se plaignent-elles, on les empêche de faire le théâtre, on les empêche de faire de la créativité. On les empêche d'avoir des lieux de rencontre. Certaines maisons, déjà la plupart, ne fonctionnent pas comme ils devraient l'être quand ils sont ouverts aux jeunes et quand elles existent. Cette jeune du monde rural a porté la voix d'énormément de jeunes dans le monde rural et quand on y va, on le découvre aussi et on le voit bien. Il n'y a pas de lieu de vie pour les jeunes, il n'y a pas de lieu d'échange, il n'y a pas de lieu de réflexion, il n'y a pas de lieu de lecture. Et donc, les jeunes s'organisent comme ils peuvent. Alors, il y a eu cet échange d'une maison de jeunes qui existe et qui est fermée. Mais qui est fermée. Et l'une qui a répondu que vous avez au moins la chance qui est fermée. Nous, on n'en a pas. Hassan Alaoui. Pour le travail de la commission globalement, on a constaté que, d'après ce qui a été dans cette conférence, je crois que c'est Tosi et Idriss Ksikes qui sont allés vers ce rayon, c'est que il y a deux façons de percevoir le Maroc. Sachant que, comme dirait Idriss Ksikes encore, la perception fait partie de la réalité. Il y a ce Maroc qui est pessimiste, qui est suspicieux, et il y a ce Maroc qui, malgré ses difficultés, qu'on ne voit pas tous les jours, et qui travaille. C'est-à-dire comment conjuguer aujourd'hui et comment expliquer ce décalage entre des gens qui sont dans l'extrême besoin et qui gardent leur optimisme et des gens qui ont quand même le minimum requis pour bien vivre et qui baignent dans le scepticisme. Très, très bonne question, parce que moi je vais sortir un peu de l'ornière de la commission intramuros, si vous permettez, parce que je n'ai pas eu la chance d'assister, n'est-ce pas, je le dis. Et l'histoire, évidemment, le dilemme... Un oubli. Peut-être. Peut-être que je n'ai pas fait attention. Enfin, j'ai appelé quand même pour savoir. Mais bref. La perception un petit peu manichéenne du Maroc, moi j'appartiens à la catégorie qui exprime son optimisme. Parce que ce qui se passe au Maroc, il ne faut quand même pas charrier. Il se passe des choses magnifiques. C'est un pays qui avance. N'est-ce pas? Et je le dis, j'en profite pour quand même souligner rien que ce qu'a... Quelqu'un m'a dit hier, un homme, que je considère, il m'a dit qu'à chaque fois que Sa Majesté engage une action, n'est-ce pas, c'est à 3% du PIB que nous gagnons. Et c'est vrai. En une semaine, en 10 jours, regardez ce que le souverain a fait, n'est-ce pas? Une réunion très importante pour... encourager les jeunes entrepreneurs, n'est-ce pas, avec un budget colossal quand même. D'abord 6 milliards, plus 2 milliards ensuite. La mise en place de mécanismes qui sont très, très, très importants et significatifs. Ensuite, dans la foulée, Sa Majesté qui se rend à Agadir, et Dieu sait que les gens d'Agadir et le Maroc entier attendaient cette visite. Et tout de suite, le souverain... De toutes les manières... Non, je termine. Dans le même sens, le roi... a décrété le Sud, maintenant, zone prioritaire. Tout à fait, c'est ce qu'on appelle... Parce que le Maroc s'est déplacé. Les géographes et les géopoliticiens appellent ça le Mittel
etc. Mais le Maroc, par exemple, c'est maintenant le Maroc, il est à parts égales, et partagé en deux scènes ou deux parties, si vous voulez, et c'est la région d'Agadir, du Souss Massa, qui fait un petit peu, qui trace j'allais dire, entre guillemets, la frontière. Et donc, tout heureux que nous sommes de le savoir. Sa Majesté donc engage aussi un paquet, pardonnez-moi, une bagatelle de plusieurs milliards pour la région, avec sa présence pour diriger, pour superviser les travaux. Donc, comme il a l'habitude de le faire, comme il a fait pour d'autres régions. Tout à fait, comme il a fait pour le Husseima, comme il a fait à chaque fois, nord, pour Rabat, les petits villages à Oujda, pendant la dernière décennie, n'a pas arrêté de sillonner. Donc tout ça, on voit aujourd'hui, physiquement, de visu, on voit tout ce qui se passe. Les ports, les aéroports, les trams, les trains, le LGV qui va aller donc jusqu'à Agadir et peut-être plus tard, certainement, dans nos provinces du Sud. Donc c'est une vision absolument constructive, c'est une vision optimiste à laquelle il faudrait adhérer. L'autre catégorie, parce que au sein même de la commission, j'ai cru savoir hier qu'il y avait, enfin avant-hier, qu'il y avait un petit vent de pessimisme. Ce qui est grave, un petit vent de pessimisme, alors qu'il y a une commission qui travaille dans le sens... On y reviendra. On y reviendra. Et au sein même de la commission, ceux qui font partie de la commission n'ont pas le droit d'être pessimistes. Je sais de quoi vous voulez parler. Ils n'ont pas notre présence. Oui, mais enfin, j'ai lu quelque part qu'il y a un problème de confiance et ceci, cela. Non, on va pas dans cette commission si on n'a pas la confiance. Non, ils ont parlé de le manque de confiance dans la société. C'est ce que vous relevez, par exemple. Attendez, le problème est très simple. Un jeu intellectuel... Est-ce que je peux en placer une ce qui a été dit, si j'ai bien entendu et bien écouté, c'est qu'il y a un travail qui se fait, mais il y a entre les urgences et le long terme un hiatus. Il y a un besoin, d'ailleurs c'est la question à laquelle je vais revenir, et ce qui a été dit, c'est qu'il y a une absence de confiance au sein de la société, et que cette absence de confiance au sein de la société déteint sur la façon de penser de certains membres de la commission. C'est vrai ce que dit Hassan Alaoui, ce n'est pas faux. Maintenant, précisément, alors, Abdelhafid Ouelelo, il y a ce qui a été fait, ce qui est bien fait, que vient de rappeler Hassan Qassemi, que le roi d'ailleurs a dit dans son discours, mais qu'en même temps, lui-même, le souverain l'a constaté, il y a un Maroc qui est largué. Alors, et c'est précisément de ce Maroc qui est largué qu'on essaye de réintégrer dans la dynamique, disons, vertueuse qui existe, de l'inclure. Comment percevez-vous la démarche globale qui peut aboutir à ça? Parce que l'un des problèmes, ça sera de restaurer la confiance et de restaurer l'adhésion. Moi, je suis tout à fait d'accord avec Si Hassan quand il a parlé de ce que fait Sa Majesté. Et on ne peut qu'être fier des acquis, des projets qui sont lancés par Sa Majesté, avec bien sûr la concertation, la participation de tous. Je pense que c'est une locomotive qui est là. Bon, on peut toujours se poser la question, où est le gouvernement, où est le Parlement, où sont les élus, où sont les partis politiques? C'est leur travail. Et effectivement, Sa Majesté trace les grandes lignes, même d'après la Constitution, et c'est lui qui met en place des grandes orientations stratégiques, mais la mise en œuvre, elle est là, elle pose la question de la mise en œuvre, de la gouvernance. Et c'est vrai que l'approche qu'a entreprise la Commission sur le modèle, c'est presque la même approche qu'a eu le Conseil économique et social pour les provinces du Sud. C'est une approche participative, d'écoute, écouter tout le monde, y compris les jeunes, les femmes, la population. Et je pense que c'est très important de relater tout cela. Moi, ce qui m'a fait retenir le mot-clé de cette conférence, c'est le pacte social. Je pense que le pacte social, c'est plus que le modèle. Le pacte social, c'est pour 10 ans, 15 ans, 20 ans. Discours royal. Il faut se projeter. C'est une vision que nous devons mettre en place en accord avec tout le monde et avec la convergence de toutes les idées. On ne va pas s'occuper des visions de croissance, mais de développement. Comme on dit, le diagnostic, il est connu. S'agit-il de faire la synthèse de tous ces papiers qui ont été élaborés avec tous
le respect que j'ai pour tous les partis politiques, les syndicats, les associations et les institutions de la gouvernance qui ont été écoutées. Hier, c'était la HACA et le Conseil de la presse. Donc tout le monde est écouté. Justement, alors, et c'est une question à vous trois. Vous allez y aller chacun à son tour. Ce qu'on a retenu de la conférence de presse, c'est que le diagnostic est fait. En vérité, quand on nous dit le diagnostic est fait, il était fait bien avant que la commission n'existe. Le roi l'a fait dans tous ses discours, et nous avons une multitude de rapports qui ont été produits, soit à l'international, on peut parler de la Banque mondiale, du FMI, du PNUD, l'OCDE, on peut parler du national, le HCP, le Conseil économique et social, et la CGM, les partis politiques qui ont également produit des documents, dont certains sont de qualité. Il ne faut pas croire de l'aveu même des membres de la commission. Je ne voudrais pas citer des partis sans en citer d'autres, pour ne pas faire des jaloux ni susciter des critiques. Mais bon, alors, si nous avons déjà tout ça, qu'est-ce qu'ils vont nous produire de plus? Une synthèse, un syncrétisme de tout ce qui a été fait? Qu'est-ce qu'ils peuvent vraiment nous donner? Les membres ce qu'ils ont ajouté de plus par rapport à des rapports classiques, c'est cette approche de terrain, c'est cette interaction. Pourquoi le Conseil? Pourquoi vous croyez que le FMI ou le PNUD ou le Conseil social économique n'a pas une approche de terrain? Quand vous citez le FMI, la Banque mondiale, ils ont des approches de terrain. Et certains fonctionnaires, je ne dis pas qu'ils sont. Je ne parle pas de tous les rapports. Sur ces rapports, je ne porte pas de jugement positif ou négatif. Je dis qu'ils existent. Ok. Alors, ce qu'il y a de plus, c'est cette interaction, non pas pour vérifier le diagnostic, non pas pour faire un état des lieux, mais aller questionner la population sur les solutions possibles, les recueillir du terrain. Mais les partis qui ont des sections, mais les partis qui, par exemple, je ne prends que ce côté-là, les partis qui ont des sections qui fonctionnent sont tout le temps sur le terrain et ça remonte. Mais alors, je vous donne un exemple. Quand on parle des maisons des jeunes, quand on parle d'éducation, quand on parle de transport, quand on parle du dispensaire, mais tout le monde le sait. Mais pourquoi on en est là aujourd'hui? On a posé la question. Et on a posé la question aussi à Cheikh Ibn Moussa en lui disant, quand vous avez rencontré les politiques, qu'avez-vous dit, etc. Mais bien sûr, avec sa diplomatie habituelle, on ne peut pas attendre de lui qu'il reproche aux partis politiques de ne pas avoir fait un travail orienté solution, d'avoir, etc., etc. Mais il a dit que, ce que vous venez de dire, ils ont produit un travail de réflexion respectable qui sera pris en compte dans le travail de la Commission. Je suis en train de défendre le travail de la Commission, mais je suis en train de faire ressortir l'état d'esprit dans lequel essaie de travailler cette Commission pour nous sortir des solutions. Parce qu'en l'absence de... D'accord. Écoutez, ce n'est pas une singularité marocaine. Certains disent « mais pourquoi une commission alors que nous avons ceci ou cela ?» Mais dans les démocraties bien établies, certaines commissions... Non, mais c'est légitime. Certaines commissions, voilà. Attention, qu'on se mette d'accord. Nous, ce qu'on essaye, c'est essayer de rapprocher le travail de la commission du téléspectateur, donc du citoyen marocain qui nous regarde, enfin qu'il puisse comprendre l'utilité de cette commission. Personne n'est là, n'est en train de la dénigrer. On est en train d'essayer de comprendre quel serait son apport, quel serait son plus, son bonus, qu'il pourrait apporter à ce qui a déjà été fait. Et c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Dans la deuxième partie, on prendra quelques temps avant d'aller aux autres thèmes pour terminer enfin ce dossier pour cette édition. A tout de suite. Rebonsoir dans ce débrief du 7 février, toujours avec Hassan Alaoui Qassimi, directeur de Le Maroc diplomatique, Abdelhafid Ouelhelou, vice-président de l'EMRI, et Mohamed Zeinabi, rédacteur en chef de l'Observateur.info. Donc on en était à la commission, on essayait de voir, de comprendre
ou de nous approcher un peu, de nous rapprocher un peu de ce qu'elle fait et peut produire. Or, on a retenu un peu dans cette conférence de presse qu'il y a deux types de préoccupations. La préoccupation à long terme, qui est celle du pacte social, qui va se décliner sur 10-15 ans, et puis, comme ils disent eux-mêmes, et ce que dit tout le monde, les attentes, les urgences, les impatiences. Alors, comment vont-ils pouvoir... D'abord, est-ce que c'est dans leur rôle, est-ce qu'ils sont dans leur fonction d'aller vers les urgences et les impatiences? Ou est-ce que le rôle de réfléchir à long terme? Ou alors de mixer les deux? Les deux. Juste je rapporte ce qui a été dans la conférence, c'est qu'il y a une combinaison des deux. Il y aura des propositions concernant les grandes urgences du pays. Mais on a bien vu, comme vous l'avez soulevé, que le Maroc n'attend pas. Et que la preuve, c'est Agadir. C'est Agadir. La preuve, c'est Agadir. Et aussi l'entrepreneuriat et l'appel à l'entrepreneuriat. Toujours rappeler la mission de cette commission. C'est d'abord mettre sur les rails une vision à long terme, avec une planification, avec le temps qu'il faut pour réaliser cette vision, 10, 15 ans, 20 ans. C'est le Maroc de 2030, de 2050. Exactement. Voilà, c'est la vision. Ce n'est plus des réformes, des politiques publiques, etc., des programmes sectoriels. Mais à côté de cette vision, il y a des attentes. La preuve, c'est que l'écoute dans le Maroc profond, devant les jeunes, les femmes, la population, les élus, est-ce que Hassan Alaoui, ce n'est pas le travail du gouvernement, il y a des urgences, les attentes et les urgences? Il y a des urgences, il y a des réformes urgentes. Est-ce que ce n'est pas le travail du gouvernement? Voilà, les deux qu'il faut, je pense qu'il faut les deux. Parce que le gouvernement doit continuer à travailler. Bien sûr, le gouvernement doit continuer à travailler avec les moyens et la feuille de route qui lui a été tracée, n'est-ce pas, à tous les niveaux. Chaque fois, la feuille de route est tracée devant les parlementaires, chaque année, je veux dire. Mais il se trouve qu'il y a quand même, je crois qu'il y a des défaillances, n'est-ce pas? Et de toute façon, il ne peut pas tout assumer. Aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse dans cette commission, c'est la méthodologie. Comment ça se passe? Qui produit les réflexions et les textes? Où vont ces textes et ces réflexions? Est-ce qu'ils sont canalisés? Est-ce qu'ils sont réunis dans un document? Et comment? Qui réfléchit sur quoi? Alors, moi, je peux citer des précédents très efficaces. C'est la fameuse, je veux dire, l'IER, qui était vraiment une instance magnifique parce qu'elle a travaillé sur le terrain, comme aujourd'hui, n'est-ce pas, avec une coordination magnifique avec Feu Benzkri. Et puis, on savait à peu près où on allait parce que les audiences étaient publiques, elles étaient, je veux dire, visibles et on savait où on a. Maintenant, bien sûr, on va avoir certainement, comme vous dites, le diagnostic. Il est où? Comment il s'est construit? Avec quoi? Quelle matière? Quelle substance? Quels sont les acteurs? D'une part. D'autre part, j'ai cru entendre, et vous allez me confirmer ou m'infirmer, que peut-être il a été dit que si le temps imparti à cette commission ne suffisait pas, elle pourrait être prolongée. Son mandat pourrait être prolongé. Une précision séance tenante, c'est que jusqu'à présent... Ils travaillent dans la perspective de juin. Fin juin, ils doivent rendre leur rapport, leur document alors, final. Une dernière question, Mohamed Zainabi. On a parlé tout à l'heure de toute la production des rapports, dont notamment ceux du Conseil, le plan d'urgence, l'enseignement. Alors, tout cela n'a pas marché, n'a rien donné. Il s'est resté de la documentation pour chercheurs universitaires. Qu'est-ce qui ferait que ce que produirait cette commission marcherait? Alors, je suis optimiste de nature et je m'accroche encore à cet optimisme. J'aime bien ça. Voilà, que nous donne cette commission, parce qu'à défaut de ce travail de réflexion, d'intelligence collective, qu'est-ce qu'on aurait? Au moins, il y a un groupe... On a eu ces conteneurs aussi. Exactement. Alors, je l'ai oublié, moi, j'apprécie en fait cette... sincérité qui se dégage de certaines déclarations des membres de la Commission, nous disant que, voilà, les jeunes nous ont alertés sur une solution possible et nous prenons acte et nous allons en sortir quelque chose. Nous ne devons absolument pas surdimensionner nos attentes par rapport à cette Commission. Il n'y aura pas de solution miracle. Il n'y aura pas de solution miracle. Mais il y aura des solutions qui vont émaner du terrain. Voilà. Alors, du terrain, on ira tous et on va les accompagner en espérant
tout le bonheur pour cette commission et pour surtout sa production et sa mise en Tout œuvre. dépend de la volonté politique. Tout dépend de la volonté politique. On sait sur quoi il faut appuyer. Clairement. Et la commission, le président de la commission l'a dit, il ne se substitue en aucun cas au travail des institutions, des partis politiques. Chacun doit assumer son rôle. Et d'ailleurs, les partis politiques sont appelés à tirer profit. Ils devraient vous recruter pour faire, de vous leurs communicants. Vous m'avez assigné ce rôle et je le fais avec conviction. Je plaisante. Donc, voilà, on l'a dit, on leur souhaite bon courage, on va les suivre, on va les accompagner. Ils sont désireux de communiquer, c'est très bien. Parfois, ils font des écarts, ils l'ont fait à l'égard de mon ami Hassan Alaoui, mais ce n'est pas grave, ça va passer. Ils vont se rappeler la prochaine fois. On va passer en Tunisie, pas très loin de chez nous, bien sûr, un pays qui nous ressemble beaucoup par son tempérament et également par sa structure post-printemps arabe qui s'est installé avec un paysage de partis politiques morcelés et où un régime semi-parlementaire où pratiquement 4 mois après les élections, il n'y a toujours pas de gouvernement. Il y a eu un premier essai et puis il vient de nommer un second prétendant au poste de Premier ministre qui pourrait le devenir. Alors, et qui est Ilyes Farfar. Qui est Ilyes Farfar? Ilyes Farfar, c'est une personne qui n'est pas très connue sur la place politique publique, comme on dit, pas comme les autres leaders politiques. Ilyes Farfar, pour assumer cette mission à laquelle le président de la République lui a confié pour aller chercher une coalition, ce qu'on appelle la ceinture politique, l'Hizam Siyasi. Il y a maintenant une centaine de partis politiques en Tunisie, dont 10 au Parlement. Et M. Ilyes Farfar... Ça vous rappelle quelque chose? M. Ilyes Farfar est entouré d'une équipe de négociation. Cette équipe, elle est formée par les mêmes personnes qui ont aussi accompagné l'ancien candidat, Habib Jemli, qui n'a pas réussi, malheureusement, après des tentatives pour chercher. Par le Parlement. Il a été dénoncé par le Parlement, etc. Donc, cette équipe qui l'accompagne, elle insiste beaucoup sur le contrat, sur le programme et sur le consensus. Bon, bien sûr, parmi les 9 partis politiques qui sont dans cette course pour essayer de constituer ce gouvernement, il n'y a pas jusqu'à présent un accord. Sauf... Vous êtes en train de maintenant... Sauf, je termine... Farfar, mais qui est Farfar? Zeynabi? Alors, pour l'anecdote, j'ai interviewé M. Farfar lors des élections tunisiennes. Et je ne ressentais en aucun cas qu'il avait la prétention... Pas très connu. Qu'il avait la prétention... Pas la prétention, l'ambition. Même pas la prétention, et l'ambition d'ailleurs, d'être un chef de gouvernement dans cette ambiance qu'on a un petit peu suivie. Alors, Ilyes Farfar, aujourd'hui, essaie de dire que, voilà, je peux former une coalition, mais pas avec les islamistes. Mais arithmétiquement, la tâche sera très difficile puisque Karoui aussi se refuse à une coalition avec qui serait avec Nada et les partis satellites qui tournent autour. Et donc, il y a un blocage qui dure depuis octobre et aujourd'hui les Tunisiens se demandent moi, je vais vous dire, jusqu'à quand. ont changé depuis hier. Moi, je vais vous dire, la déclaration de Rachid Khanouchi, il a donné une interview, il a changé. Est-ce que je peux répondre à ma question? Oui. Je peux répondre à ma question. Alors, Farfar, il a 48 ans. C'est ça. Ouais. Il a été ministre des Finances en 2012 jusqu'à 2014. C'est un ingénieur de formation. Il a passé beaucoup de temps à l'étranger. Il a travaillé pour Total, puis dans le privé, à l'intérieur de la Tunisie. Il s'est engagé en politique juste avec le printemps, la révolution du jasmin en 2011. C'est un social-démocrate dans le parti Taktoul et il s'est présenté
s'est présenté au présidentiel. Présidentiel, Il a sans obtenu un le soutien. dérisoire score de Moins 0,34%. 0,34%. Autant dire qu'il n'a pas une véritable assise populaire. Alors là, on va rentrer dans le politique. Est-ce que c'est pas pour ça qu'il a été choisi? Parce qu'il ne représente rien. Ah, justement. Ben, Oui, Hassan. Justement parce que c'est un apolitique. Et parce que le président lui-même, le président de la République, avec tous mes respects, n'a pas encore une idée fixe, si vous voulez, de ce que sera un petit peu la formation avec laquelle il composera. Et de toute façon, moi, cette histoire, ça me rappelle un petit peu, c'est dommage, je vais le dire franchement, je crains qu'il y ait une espèce de récupération, je veux dire, et de révolution confisquée. La révolution de 2011. Tout ça pour ça, comment dire Comme c'est le cas de toutes les révolutions. Tout à fait. Vous avez vu une révolution qui n'a pas été confisquée. La révolution a mangé ses propres hommes. C'était un philosophe français qui disait ça. Et donc aujourd'hui, on en est là. Il n'y a pas de majorité, il n'y a pas de parti qui émerge réellement, il n'y a même pas d'hommes. On ne va pas régler évidemment les problèmes de la Tunisie, Dieu sait qu'ils sont graves, sachant, apprenons une chose, c'est que c'est l'Algérie qui vient d'accorder 150 136 millions de dollars à la Tunisie. Ça veut dire qu'il y a une crise, une inflation, un chômage qui grimpe. Et donc le président lui-même, enfermé dans son mutisme. Plus que le marché libyen est fermé en plus. C'est ça, plus une frontière évidemment. Qui est fermée parce qu'il y avait beaucoup d'exportations vers la Libye. Et la Tunisie a reçu pratiquement, je ne sais pas si c'est 600 000 ou quelque chose comme ça, de Libyens réfugiés. C'est trop, c'est un poids. Et donc aujourd'hui, c'est une Tunisie qui se recherche, n'est-ce pas? Et le président lui-même enfermé dans son mutisme, n'est-ce pas, à la quête d'un modèle, il ne sait pas encore. Et donc on peut rien préjuger, parce que moi je ne crois pas que, quand bien même il y aurait un gouvernement tout de suite, une formation, une coalition, ce qui n'est pas évident tout de suite dans l'immédiat, dans quelques mois je pourrais dire qu'on assistera à quelque chose de différent de tout ça. Moi je pense que hier, Rachid El-Ghannouchi, qui est le président du mouvement Nada, mais aussi le président du Parlement. Bon, il a vécu 20 ans d'exil à Londres, et il sait très bien ce que c'est l'opposition et le jeu des partis politiques. Je pense que hier, il était clair. Devant ce qu'on appelle les problèmes, les obstacles de former ce gouvernement avec 10 partis, il était clair. Il a dit que pas de gouvernement sans Qalb Tounes, sans Nabil El-Karoui. Il était clair. Ça veut dire qu'il veut que tout le monde participe à ce gouvernement qu'il appelait gouvernement d'union nationale. Ça, c'est hier. Mais ce matin, Narda et Qalb Tounes se sont dit qu'ils ne tomberont pas d'accord. C'est ça le problème. Il y a des changements de position politique. Il y a des négociations, il y a des coulisses, il y a des va-et-vient. Il y a des contradictions. C'est quand même, on ne peut pas associer des islamistes avec un libéral comme Karoui. C'est vraiment, c'est deux modèles qui s'opposent. Inimaginable. Il dit qu'on ne peut pas avoir un gouvernement d'unité nationale où il sera impossible de gouverner. Mais Frfar n'a aucune majorité, là, comme dit Kamal. Il a eu 0,34%. Il a 0 siège. 0 siège. Alors là, j'arrive. Il faut quand même des forces politiques constitutives pour faire un gouvernement. Je vous rappelle qu'on a un autre thème qu'on devrait au moins aborder, même superficiellement. Moi, j'aimerais poser une question. Est-ce que Kais Saïd, le président élu récemment, et qui est anti-parlementariste, qui est pour une forme de démocratie directe et populaire, est-ce que ça ne l'arrange pas, cette situation de ne pas trouver de solution, d'aller vers une dissolution et peut-être se créer lui-même sa propre majorité? C'est du kadhafisme. Oui, c'est du kadhafisme. On peut l'apparenter un peu, mais peut-être qu'il est un peu plus posé que Kadhafi. Il a un peu plus la tête sur les épaules et les pieds sur terre. Donc, alors, ce qui se profilerait à l'horizon, si les Tunisiens sont tenus à leur constitution, ce sont de nouvelles législatives. Oui, mais tout le monde est en train de dire... Est-ce que le président en place ne pourrait pas faire un coup à la Macron? Dégager une majorité présidentielle. Il y travaille. J'allais le dire, c'est Macron. C'est-à-dire non, c'est pas Macron, mais c'est de l'Afrique du Nord. Mais disons juste un coup à la Macron. On renforce un courant populaire, et je dirais populiste aujourd'hui en Tunisie, pour évidemment aboutir
a une grande formation et un parti politique. C'est Alors, bien alors, pour terminer ce sujet, moi je rappelle que Saïd. j'allais dire Qaïs Saïd s'est rendu en Algérie pour sa première visite à l'étranger. Il l'avait annoncé bien avant même qu'il ne soit président, que sa première visite serait d'aller à Alger. Ils ont parlé bien sûr de la Libye. Mais là, moi ce qui m'intéressait dans cette... c'est qu'il a fait l'Algérie qui s'était proposée pour accueillir les protagonistes libyens pour les faire discuter. Et Qaïs à Alger, mine de rien, il dit nous pouvons effectivement encourager le dialogue entre les protagonistes libyens dans des réunions qui pourraient se faire à Alger ou à Tunis. C'est ça. Il rentre en compétition avec l'Algérie. Tout à fait. Bon, l'absence de la Tunisie au congrès de Berlin, la présence de l'Algérie à ce congrès, et tout le monde sait qu'il y a un problème de sécurité pour les frontières algériennes, tunisiennes, avec la Libye qui bouillonne. Maintenant, on ne sait même pas... Non, moi je parle de cette façon de venir. Ce que j'avais retenu de cette visite, c'est que le président tunisien avait parlé du Maghreb, mais il avait dit qu'on peut commencer avec l'Algérie et après avec la Libye. Il n'a même pas cité ni le Maroc ni la Mauritanie. Et ça, je pense que c'est une position politique à retenir, puisque la Tunisie, malheureusement, elle est tournée vers l'Algérie, pas vers le Maroc. Ça rappelle l'accord de fraternité et de concorde qui s'était fait entre Tunis, Alger et Nouakchott à l'époque, dans les années 80. Mais qui ne sont pas des solutions. Bon, alors que la constitution tunisienne parle de l'intégration maghrébine. On va pas. Il regarde à ses frontières. Il a intérêt d'abord à régler ses problèmes. On va pas le juger précipitamment sur cette question. Donc, on va lui souhaiter bonne chance. Et on va aller voir un peu ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. 49% au sondage, il est très fort. Oui. Il est plus populaire que jamais. Exactement. Il a été acquitté. Finalement, les États-Unis, la plus grande, la plus belle des démocraties, qui a cette particularité de pouvoir engager des procédures d'impeachment, de destitution d'un chef d'État, d'un président en place, pour un fait ou pour un autre. On l'a vécu avec Andrew Johnson, et puis on l'a vécu avec Richard Nixon. Richard Nixon, il n'a pas été mis en accusation puisqu'il a démissionné juste avant. Puis on l'a vécu avec Bill Clinton et l'affaire Monica Lewinsky. Il a été acquitté. Et voilà, Donald Trump, c'est la 4e dans l'histoire des États-Unis, en 250 ans d'histoire, que cette procédure, finalement, est-ce que c'est une procédure plus de politique intérieure, de spectacle, parce que jamais, en dehors de la démission, avant la mise en accusation de Nixon, qui était à son 2e mandat, est-ce que finalement c'est... Comme tu as dit, c'est un show. C'est un show. Mais il y a quand même quelque chose de consistant. Bien sûr. C'est que la réalité, c'est que Trump se présente pour succéder à lui-même avec justement une menace de destitution qui n'a pas marché, qu'elle ne marche pas. De toute façon, il sera réélu. Moi, je le dis officiellement aujourd'hui. Parce que ce qui compte aux États-Unis, c'est évidemment l'économie. Et l'économie, c'est un record, n'est-ce pas ? Le chômage qui est combattu et battu, j'allais dire la puissance américaine qui se réaffirme, le taux de croissance élevé, les projets à l'international. On a une année pour discuter, parce que c'est dans une année les élections. Exactement. Il y a le caucus démocrate qui vient. Et puis ce qui le favorise, pardonnez-moi, c'est la division de ces... Restons dans la procédure de destitution. Oui, c'est la division de ces concurrents. Qu'est-ce qu'on constate, c'est que, bon, il y a une procédure belle, séduisante, c'est la démocratie mais qui se heurte à la majorité politique. À la loi du nombre. À la loi du nombre. Finalement, ce n'est pas tellement un état de droit, c'est un état de droit politique. Oui, mais on pose la question de la démocratie. C'est la démocratie. Et on doit toujours relativiser. Oui, mais on a vu dans un tribunal simple et ordinaire, personne ne refuserait des témoins de la défense. Oui, mais là, on a assisté à un rejet des témoins de la défense qui s'est exprimé
par des faits accablants et qui n'ont pas été retenus parce que la majorité politique n'existe pas. Exactement. Alors, les démocrates répondent à cette question. Pourquoi cette guerre, puisqu'elle est perdue d'avance? Mais ils disent, on a eu le mérite de dévoiler l'ampleur des manigances, etc., et de ce marchandage avec le président ukrainien, etc. Mais alors, si Donald Trump en sort ragaillardi, plus populaire que jamais, etc., la bataille est perdue. Non, parce que ils ont perdu une bataille, mais la guerre continue. Contrairement à Hassan, M. Hassan Al-Alaoui, on a bien vu, maintenant l'histoire nous apprend que la politique se fait sur un temps de plus en plus court. On ne sait pas ce qui pourrait arriver demain. Bien sûr, aujourd'hui, Donald Trump peut capitaliser sur ce qu'il a gagné comme popularité avec l'Iran. Sur la question des migrants, il continue à faire peur. Non, il va améliorer ses relations peut-être avec l'Iran et il va aller dans le sens maintenant, parce que ça a été une leçon, il va récupérer. Il va renverser le courant. Non, je vais abonder, je vais poser le problème, le personnage Donald Trump. Oui. On a vu Andrew Johnson, quand il a été mis en accusation et acquitté, il a dû quand même renoncer à se représenter parce qu'il n'était pas sûr de gagner. Nixon a été contraint à la démission avant la mise en accusation. Bill Clinton est passé par une contrition publique. Oui. Et par des excuses. Voilà. Et il a été acquitté. Et là, Donald Trump, dans la fanfaronnade, dans le défi, tout glisse sur lui, quoi qu'il fasse, quoi qu'il dise, quoi qu'il suite, tout glisse sur lui. L'expression, c'est belle, elle glisse sur lui, tout ça. Il a même déclaré qu'il sera le président à vie des États-Unis. Exactement. Et que quelles que soient les échéances, quelles que soient les campagnes électorales, pourquoi Roosevelt a eu 3 mandats, pourquoi pas lui? Parce que j'avais amélioré votre situation de citoyen américain. Mondiale, qu'est-ce qu'il ne faut pas souhaiter. Ce qui est important dans la démocratie américaine, c'est ce mot mentir. Ça. Mentir aux États-Unis, ça mérite la destitution, ça mérite vraiment la sanction. Mais là, ça ne marche pas. Ils ont dit qu'il n'a pas menti. Clinton a été mis sur la sellette parce qu'il avait menti, parce qu'il n'avait pas reconnu ses rapports avec Monica Lewinsky. Et il a été mis sur, il a dû s'excuser. Là, lui, c'est accablant. Son conseiller à la sécurité, John Bolton, qui témoigne, qui fait un livre, qui dit oui, tout cela est vrai. Non, c'est pas vrai. Eh bien, les républicains sont en ordre serré derrière lui. Sauf un. Les sondages. Sauf un qui n'a pas voté pour. Il a été radié. Il n'y a pas que les républicains. Il y a aussi les divisions des démocrates qui vraiment favorisent sa montée en puissance. Clairement. Parce que c'est un autre Trump qu'on va découvrir. On l'a vu dans l'UA. Et croyez-moi, il n'y a pas de candidat. Il va améliorer son image et peut-être même son langage. Il n'y a pas de candidat qui émerge. Il va même arranger peut-être ses relations avec l'Iran, puisque c'est le point de rupture, n'est-ce pas? Il est là avec un autre visage transfiguré. Le Trump que nous avons connu jusqu'à présent, vous allez le voir, c'est un autre qui va ressurgir demain. Avec sa puissance, son arrogance, évidemment, il faut le dire. Et puis, c'est un pôle d'équilibre aujourd'hui face à une Chine qui est malade, face à une Russie qui est malade. Vous le dites au sens propre, vous figurez. Non, mais enfin, entre guillemets, et face à une Russie qui sort, évidemment, qui sort les crocs et tout et tout. Nous avons besoin d'un président comme ça. Ah non, c'est face à un Trump que les Américains peut-être ont besoin. Mais nous, c'est face à un Trump que nous avons besoin de la Chine et de la Russie pour avoir un peu de multipolarisme dans la gestion des affaires internationales. On va s'arrêter et dire à la semaine prochaine, Inch'Allah.